Le monde bouge à toute vitesse, mais peu perçoivent vraiment le mouvement. En quelques mois, des alliances dites éternelles ont fissuré, et des empires numériques, invisibles, remplacent les empires coloniaux visibles. Au milieu de ce vacarme méthodique, la voix d'Ibrahim Traoré s'élève, non pour flatter l'époque, mais pour dévoiler la mécanique cachée qui organise l'attention, la monnaie et le récit. Si chaque empire masque ses intentions derrière des contrats et des algorithmes, qui, aujourd'hui, osent encore lire les règles avant qu'elles ne soient réécrites par d'autres? Car lorsque les pièces changent de forme mais pas d'objectif, ceux qui comprennent la partie écrivent l'histoire. Ce discours n'est pas une lamentation, c'est une invitation à voir clair dans le brouillard stratégique du XXIe siècle. L'enjeu n'est plus seulement la souveraineté territoriale, mais la souveraineté cognitive. Qui contrôle la donnée contrôle la pensée, qui contrôle la pensée contrôle le futur. Ibrahim Traoré l'a compris, et c'est là que réside la promesse de son message: faire passer l'Afrique de l'obéissance à la lecture du monde. Comprendre les nouveaux codes du pouvoir, les routes invisibles de l'information, les réseaux qui décident du prix de nos richesses avant même qu'elles ne soient extraites. Mais derrière cette ambition se cache une urgence. Si le continent ne se dote pas de ses propres outils, il sera à nouveau écrit par d'autres. Ce moment n'est pas une option, c'est une bascule historique. Dans un monde où la rapidité vaut plus que la vérité, penser lentement devient un acte de résistance. Et c'est cette résistance intellectuelle que ce récit promet d'explorer, pas pour rêver, mais pour comprendre comment l'Afrique peut redevenir stratège de son propre destin. La révélation initiale de ce discours, passé presque inaperçu, est pourtant capitale. Ibrahim Traoré ne parle pas d'un futur lointain, mais d'un présent déjà en marche. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a inversé plus de 4 décennies de dépendance politique et militaire. Ce basculement, mesuré à la fois en territoire sécurisé et en alliance reconstruite, révèle un modèle inédit, un État africain qui assume la rupture et la planifie. Dans les coulisses, le décor est mondial. Tandis que les anciennes puissances s'épuisent dans leurs propres contradictions, inflation, fatigue militaire, fragmentation sociale, de nouveaux pôles émergent et redistribuent les cartes. Le Sahel, autrefois périphérie, devient un centre d'observation du rééquilibrage global. C'est dans cette tension que se forge la trajectoire de Traoré. Il ne joue pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour un continent qui cherche encore sa boussole. Ce contexte éclaire la véritable portée de ses mots. Lorsqu'il dénonce les empires invisibles des algorithmes ou les contrats de dépendance des institutions financières, il ne parle pas de théorie. Il décrit des mécanismes vécus chaque jour dans les capitales africaines. Ses discours, souvent improvisés, traduisent une pensée stratégique plus vaste, la reconquête du droit de comprendre avant d'obéir. Dans cette logique, chaque donnée devient un territoire, chaque information, un champ de bataille. Le jeu mondial, qu'il décrit, n'est pas une métaphore. C'est un protocole de domination en 3 couches: la monnaie, le récit et la perception. Et c'est ici que réside la mini-révélation. La vraie indépendance ne se mesure plus en kilomètres carrés, mais en capacité d'analyse. C'est le cœur du message de Traoré. Tant que l'Afrique consommera les récits des autres, elle restera prisonnière de leurs équations. Lire le monde, c'est déjà commencer à le réécrire. Pour comprendre la portée d'Ibrahim Traoré, il faut l'observer non comme un chef d'État classique, mais comme un traducteur entre 2 mondes, celui des institutions et celui des peuples. Derrière son uniforme et son verbe mesuré, il joue le rôle d'un médiateur entre la mémoire blessée de l'Afrique et la promesse technologique d'un futur encore instable. Là où d'autres voient la géopolitique comme une table d'échecs, lui y voit une salle de classe. Ses premiers impacts sont tangibles. En moins d'1 an, Ouagadougou a consolidé de nouveaux partenariats militaires régionaux, doublé sa production d'or raffiné localement et surtout ranimé une confiance populaire que la diplomatie avait épuisée. Cette reconquête symbolique précède toute victoire matérielle. Elle redonne à la population le sentiment que le centre de décision peut exister à domicile. Mais ce renversement ne se limite pas à la scène politique. Il transforme la perception du pouvoir, dans les médias, dans les universités, dans la diaspora. Ibrahim Traoré devient un catalyseur, non parce qu'il parle fort, mais parce qu'il incarne une idée que l'on croyait perdue, la cohérence entre discours et action. Et c'est là que le récit trouve sa clé émotionnelle. Le peuple ne suit plus seulement un homme, il suit une logique, celle d'un continent qui apprend à penser stratégiquement, à anticiper plutôt qu'à réagir. C'est ce glissement discret,
presque silencieux, qui bouleverse aujourd'hui l'équilibre des forces. Tout commence par une série d'affrontements frontaliers que beaucoup, à l'époque, considéraient comme isolés. Pourtant, ces épisodes, loin d'être anecdotiques, ont servi de catalyseur à une reconfiguration totale du pouvoir dans le Sahel. Ibrahim Traoré a compris que chaque crise militaire n'était qu'un symptôme d'une crise informationnelle plus profonde, le contrôle du récit. Tant que les peuples africains croyaient les analyses venues d'ailleurs, leurs décisions seraient dictées de l'extérieur. Le pivot s'opère dans un silence stratégique. Tandis que les chancelleries occidentales multipliaient les communiqués d'alarme, le Burkina Faso tissait discrètement une nouvelle architecture d'alliance. Coopération sécuritaire régionale, coordination avec le Mali et le Niger, création d'une base de données commune sur les opérations et surtout, reprise du contrôle sur la diffusion de l'information militaire. Ce mouvement, souvent décrit comme « rupture », n'était pas un isolement, c'était une reconquête. Le deuxième axe du pivot concerne l'économie. Entre 2022 et 2024, les exportations d'or traitées localement ont augmenté de 37%, un chiffre modeste en apparence, mais révolutionnaire pour un pays qui dépendait jusque-là de raffineries étrangères. Ce résultat, associé à la réforme progressive du secteur de l'énergie, marque une volonté: transformer les matières premières en levier politique. Là encore, la logique de Traoré n'est pas idéologique, elle l'est systémique. Si la richesse circule sans rester, la souveraineté reste une fiction. Puis vient la résonance. À mesure que le discours de Ouagadougou s'impose dans les médias africains, les mentalités évoluent. Des étudiants du Sénégal, du Congo, du Bénin reprennent les mots de Traoré comme slogans intellectuels. Lire le monde avant d'y entrer. Ce langage nouveau traverse les frontières sans propagande, simplement parce qu'il répond à un vide, celui de la fierté rationnelle. Ce que beaucoup d'observateurs n'avaient pas prévu, c'est la rapidité du phénomène. En moins de 18 mois, les codes du débat politique africain se sont déplacés. Les figures militaires ne sont plus perçues comme des instruments de contrôle, mais comme des vecteurs de réinvention nationale. Ce déplacement du sens, plus que la puissance des armes, constitue le véritable changement d'époque. Enfin, cette séquence s'achève sur une scène symbolique. Un discours prononcé à Ouagadougou devant des milliers de jeunes. Ibrahim Traoré y déclare que « le courage n'est pas de prendre les armes, mais de comprendre pourquoi on vous en donne ». Cette phrase, devenue virale, clôt la boucle. La conscience remplace la réaction, et l'Afrique retrouve sa voie non par la force, mais par la lucidité. Le cycle crise, pivot, résonance n'est pas une exception, c'est un modèle. Il montre qu'une nation peut transformer la vulnérabilité en vision, à condition de reconnaître le vrai terrain de bataille, l'esprit. Les transformations évoquées par Ibrahim Traoré ne reposent pas sur la rhétorique, mais sur des indicateurs précis. Entre 2022 et 2024, le Burkina Faso a repris le contrôle de plus de 92% de son territoire, auparavant sous influence armée. Ce chiffre, confirmé par plusieurs observateurs régionaux, illustre un phénomène rarement mesuré: la corrélation directe entre souveraineté narrative et stabilité territoriale. Quand le pays a cessé de diffuser les communiqués d'autrui, les lignes de front ont commencé à se stabiliser. Sur le plan économique, les exportations d'or raffiné localement ont progressé de 37%, tandis que la dépendance aux raffineries étrangères a chuté de moitié. Ce déplacement de la chaîne de valeur, bien que partiel, a eu un effet domino sur l'emploi et la fiscalité. Plus de 4000 emplois directs créés dans les zones minières et une hausse de 18% des recettes publiques issues du secteur extractif. Ces données, souvent tues dans les bilans internationaux, traduisent un basculement silencieux. La richesse reste enfin sur le sol national. Mais les chiffres ne racontent pas tout. Ils révèlent un langage, celui de la reconquête méthodique. Les campagnes de reboisement, initiées parallèlement aux réformes économiques, couvrent désormais plus de 120 000 hectares restaurés depuis 2023. Cet indicateur, apparemment environnemental, cache un message politique. Régénérer la terre, c'est aussi régénérer la confiance. Dans le vocabulaire de Traoré, chaque arbre planté est un acte de souveraineté lente. La diplomatie n'est pas en reste. En 24 mois, le Burkina Faso a signé 11 protocoles de coopération régionale, notamment avec le Mali, le Niger et la Guinée, rompant avec la logique bilatérale héritée de la France-Afrique. Cette stratégie d'ancrage africain vise moins à rompre qu'à remailler, reconstruire un tissu géopolitique
où les décisions économiques répondent d'abord à des intérêts partagés. Ce maillage s'étend également au numérique. L'État a investi dans la création d'un centre national de cybersécurité et d'un réseau de données souverain, deux infrastructures encore expérimentales, mais symboliques d'une mutation. Le passage d'un modèle dépendant à un modèle apprenant. Car le pouvoir de demain ne se mesurera pas en mégawatts ou en barils, mais en téraoctets maîtrisés. Ainsi, les données, loin d'être des décorations statistiques, deviennent des arguments politiques. Elles confirment ce que Traoré répète. Ce que l'on ne mesure pas, on le perd. Et c'est précisément en quantifiant la reconquête, territoire, économie, information, que le Burkina Faso a transformé une résistance en stratégie. Le monde observe, parfois en silence, cette expérience africaine d'indépendance mesurable. Mais derrière les chiffres, une question demeure. Jusqu'où une nation peut-elle aller quand elle comprend enfin que le contrôle de la donnée est le contrôle du destin? Les critiques de la ligne d'Ibrahim Traoré se divisent souvent en deux camps distincts. D'un côté, certains avancent que son discours de rupture menace la stabilité régionale et isole le Burkina Faso des flux économiques mondiaux. Selon cette lecture, l'autonomie stratégique serait un luxe que seuls les puissants peuvent se permettre. Les nations africaines, disent-ils, doivent rester intégrées à l'ordre global pour survivre. De l'autre côté, certains craignent qu'un pouvoir central trop fort ne reproduise les dérives du passé. Militarisation, fermeture, personnalisation de la décision. Pour eux, la souveraineté sans contrôle civil mène inévitablement à la dérive autoritaire. Face à ces deux critiques, la réponse de Traoré est méthodique. D'un côté, il rappelle que la dépendance n'a jamais apporté de sécurité durable. 40 ans d'aides extérieures n'ont ni réduit la pauvreté, ni arrêté le terrorisme. De l'autre, il admet que la concentration du pouvoir doit être temporaire, un instrument de redressement, non une fin en soi. Sa stratégie consiste à bâtir des institutions capables de fonctionner sans lui, en réhabilitant la planification nationale comme levier d'indépendance collective. Le raisonnement repose sur une inversion simple. Au lieu de confondre stabilité et soumission, il redéfinit la stabilité comme la maîtrise de ses propres paramètres. C'est là le cœur de son argumentation. Reconnaître la part de vérité dans la critique, mais la dépasser par la logique des faits. Les exemples économiques, diplomatiques et éducatifs qu'il cite ne relèvent pas de la bravoure. Ils forment une pédagogie politique. Ainsi, le débat autour d'Ibrahim Traoré n'oppose pas ouverture et fermeture, mais dépendance et lucidité. Le pouvoir, dans sa vision, n'est pas une forteresse. C'est un espace de coordination où chaque décision doit renforcer la capacité collective à décider. Et dans un monde où l'indépendance paraît suspecte, son existence même devient un argument. Le véritable champ de bataille, dit Ibrahim Traoré, ce n'est plus la terre, c'est l'esprit. Cette phrase, en 8 mots, condense la mutation qu'il incarne. Transformer la conscience nationale en infrastructure stratégique. À partir de ce moment, l'histoire cesse d'être une chronique militaire pour devenir une leçon d'intelligence collective. Ce tournant marque la bascule entre réaction et anticipation. Dans un premier temps, il fallait survivre. Désormais, il faut prévoir. Ce changement de tempo définit le passage du Burkina Faso d'un pays sous pression à un pays sous vision. L'État n'avance plus selon les événements, mais selon les schémas qu'il décode. Derrière cette bascule se trouve une conviction métaphysique autant que politique. La liberté ne se conquiert pas une fois. Elle s'entretient chaque jour par la connaissance. Là où d'autres cherchent des armes, Traoré cherche des outils de compréhension, centres d'analyse, plateformes éducatives, médias souverains. Ce moment discret mais fondamental relie deux époques, celle des indépendances acquises par la force et celle des indépendances maintenues par la lucidité. C'est la frontière invisible où commence l'Afrique stratégique. Les effets du tournant amorcé par Ibrahim Traoré se manifestent aujourd'hui sur 4 plans distincts. Tout d'abord, l'État. La première conséquence est institutionnelle. Le recentrage du pouvoir décisionnel à Ouagadougou a permis de réduire de moitié les délais administratifs liés à la sécurité et à la gestion minière. Le gouvernement a instauré une cellule de planification intégrée où les décisions diplomatiques, militaires et économiques se croisent avant exécution. Ce mode de coordination, inspiré de certains modèles asiatiques, marque la fin de la dépendance aux missions de conseil étrangères. L'État, pour la première fois depuis des décennies,
agit selon sa propre matrice décisionnelle. Ensuite, l'économie. La deuxième conséquence se mesure en chiffres. Croissance minière, production énergétique et fiscalité. Entre 2023 et 2024, la contribution du secteur extractif au budget national a augmenté de 18%, tandis que la dépendance alimentaire a reculé de 12% grâce aux programmes agricoles régionaux. Ces chiffres ne traduisent pas seulement une reprise, mais une logique de chaîne de valeur fermée. Produire, transformer, taxer localement. Cette relocalisation progressive crée des marges budgétaires qui financent les infrastructures numériques et éducatives. Puis, la société. La troisième conséquence, moins mesurable mais essentielle, réside dans la restauration de la confiance. En un an, les enquêtes d'opinion interne montrent une hausse de 28% de la satisfaction citoyenne envers les institutions publiques. Ce phénomène s'explique par la perception d'une cohérence retrouvée. Les discours patriotiques ne sont plus des slogans, ils s'alignent sur les actes. Les communautés rurales, autrefois marginalisées, participent désormais aux consultations de développement, un symbole fort d'inclusion qui reconfigure le lien civique. Enfin, la jeunesse. La conséquence la plus durable concerne les jeunes. Dans les universités comme dans la diaspora, un nouveau lexique apparaît. Pensée stratégique africaine. Des programmes de formation inspirés des principes de Traoré, autonomie intellectuelle, analyse des modèles de pouvoir, maîtrise des technologies, se multiplient. Cette génération ne veut plus consommer l'histoire, elle veut la coder. L'ensemble de ces évolutions produit un effet d'entraînement régional. Des dirigeants du Mali, du Niger et du Tchad s'inspirent déjà de cette approche, mêlant souveraineté, efficacité et pédagogie. L'idée d'une intégration africaine fondée sur la connaissance plutôt que sur la dette prend forme. Ainsi, les conséquences du modèle Traoré dépassent les frontières du Burkina Faso. Elles redéfinissent le rôle de l'Afrique dans le monde, non plus simple récepteur d'influence, mais producteur de concepts. Et c'est là peut-être la révolution la plus silencieuse. L'Afrique ne demande plus la reconnaissance, elle impose la compréhension. Plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir. Dans un premier cas, le pays consolide sa position régionale sans affrontement majeur. Les alliances sahéliennes se structurent autour d'un cadre économique commun, centré sur la sécurisation des ressources et la création d'un fonds monétaire africain. La croissance reste modérée, plus de 3,8%, mais stable, et la réforme militaire poursuit sa professionnalisation. Ce scénario suppose que la stabilité interne tienne face aux pressions extérieures et que les réformes continuent à un rythme réaliste. Dans un scénario plus optimiste, les efforts de coordination produisent un effet domino positif. L'intégration économique des 3 pays du Sahel attire de nouveaux partenaires africains, notamment la Guinée et le Togo. L'Union africaine reconnaît formellement le bloc comme un laboratoire d'autonomie, et des accords énergétiques régionaux commencent à réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Dans cette hypothèse, la croissance dépasse 5%, la balance commerciale se stabilise, et les investissements en technologies souveraines accélèrent la transformation numérique. Dans un scénario plus pessimiste, les tensions géopolitiques s'intensifient. Des campagnes de désinformation ou des pressions économiques visent à fragmenter le bloc. Le Burkina Faso fait face à un double défi: défendre ses conquêtes tout en évitant l'isolement. Si la réponse politique devient rigide, la confiance populaire pourrait s'éroder, rendant le projet vulnérable. Ce scénario n'est pas une fatalité, mais un avertissement. La vitesse de transformation ne doit pas dépasser la capacité d'absorption sociale. Ces 3 horizons rappellent que la révolution de Traoré n'est pas un sprint, mais une course de fond. Le défi des prochains mois sera de convertir la ferveur nationale en institutions solides. Car, comme il le répète lui-même, le courage bâtit les victoires, mais seule la discipline les fait durer. Entre ces trajectoires, un point commun. Chaque chemin dépendra de la maîtrise du récit. Celui qui contrôle la narration des événements contrôlera leur interprétation, et donc leur issue. Ce récit s'adresse à ceux que l'histoire oublie souvent: les citoyens ordinaires, les femmes des marchés, les jeunes des villes et des campagnes, les travailleurs de l'ombre. C'est là que la vision d'Ibrahim Traoré trouve son ancrage le plus profond. Sa force ne réside pas seulement dans les discours officiels, mais dans sa capacité à transformer la politique en pédagogie populaire. Dans les villages, les radios communautaires rediffusent ses allocutions en plusieurs langues locales. Dans les écoles, des enseignants utilisent ces phrases comme point de départ
pour expliquer la géopolitique moderne. Et sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes reprennent son message pour en faire une culture, celle de la vigilance et de la dignité. Ce mouvement n'a pas de parti, pas de slogan fixe. Il a une idée, celle de la souveraineté vécue. Mais ce lien direct entre leader et population crée aussi une responsabilité. Comment préserver la lucidité au milieu de l'admiration? Traoré, conscient du risque de culte, insiste sur un principe. Le chef n'est qu'un relais, pas une idole. En plaçant la connaissance avant la personne, il tente de bâtir un modèle politique durable, où le patriotisme devient une école plutôt qu'un drapeau. Et c'est peut-être là l'impact le plus puissant de son action, avoir rendu la conscience politique contagieuse. Là où les anciens systèmes créaient des spectateurs, il crée des participants. L'histoire cesse d'être un spectacle lointain pour redevenir un espace partagé. Le projet d'Ibrahim Traoré s'articule autour d'une méthodologie à 5 étapes, à la fois concrète et symbolique. Tout d'abord, penser, créer des centres d'analyse africains capables de décoder les stratégies globales avant d'y réagir. Comprendre les dynamiques économiques et numériques mondiales devient la première défense. Ensuite, former, revaloriser l'éducation civique et technologique. Un citoyen qui comprend le système est plus difficile à manipuler qu'un armement coûteux. Puis, produire, industrialiser localement les ressources pour sortir du cycle de dépendance, transformer les matières premières, développer des banques africaines de financement et des monnaies régionales appuyées sur l'or et l'énergie. Ensuite, protéger, assurer la cybersouveraineté et la sécurité informationnelle. Traoré évoque souvent la frontière des écrans, comme la nouvelle ligne de défense nationale. Protéger les données, c'est protéger la mémoire. Enfin, relier, construire une intégration continentale fondée sur la confiance plutôt que sur la compétition. Mutualiser les ressources entre États africains, coordonner les stratégies diplomatiques, parler d'une seule voix. Cette feuille de route n'est pas un manifeste, mais une mécanique. Elle transforme les concepts en processus mesurables, rendant la souveraineté opératoire. Chacune de ces étapes vise un indicateur concret. Le taux d'alphabétisation numérique, la part de production locale, la création d'instituts d'études stratégiques, la proportion d'accords signés entre pays africains sans médiation extérieure. Au cœur de cette démarche, une idée simple. La liberté n'existe que si elle est quantifiable, et c'est en la mesurant qu'on la maintient vivante. Dans la lumière dorée de Ouagadougou, le crépuscule tombe lentement sur un peuple qui apprend à se regarder autrement. Ibrahim Traoré, silhouette droite, ne parle plus seulement au Burkina Faso, mais à l'idée même d'une Afrique qui se souvient d'elle-même. Là où tant de révolutions se sont éteintes dans le confort, celle-ci cherche à survivre dans la conscience. Les symboles demeurent simples, un uniforme, un drapeau, un regard fixe. Mais derrière eux, un principe s'impose, celui d'un continent qui refuse de s'endormir à nouveau. Le rappel du personnage guide du début n'est pas un hasard. Comme un motif musical, il revient pour clore le cycle. L'homme qui traduisait le pouvoir en pédagogie devient désormais le gardien du silence lucide. Sa victoire n'est pas d'avoir pris, mais d'avoir compris. Et lorsque l'histoire du XXIe siècle sera écrite, peut-être retiendra-t-on cette phrase. La plus grande conquête d'un peuple, c'est de se souvenir pourquoi il s'est levé. Le moment n'appelle pas à la ferveur, mais à la lucidité. Ce récit n'est pas une conclusion, c'est une transition. Ibrahim Traoré nous rappelle que la souveraineté n'est pas un événement à célébrer, mais une vigilance à entretenir. Chaque citoyen, chaque étudiant, chaque travailleur détient une part du rempart collectif, la capacité de penser avant de réagir. Dans un monde saturé d'images, écouter devient un acte politique. Dans un continent saturé de promesses, comprendre devient une arme. Et dans un temps où tout se vend, la dignité devient la seule monnaie qui garde sa valeur. Ce n'est pas un appel à suivre un homme, mais à prolonger une idée, celle d'une Afrique qui n'attend plus, mais qui construit, qui enseigne, qui inspire. Le réveil n'a plus besoin d'être bruyant, il a besoin d'être durable. Alors, à ceux qui lisent ces lignes, la question demeure simple, mais décisive. L'Afrique doit-elle encore prouver qu'elle est prête ou simplement commencer à agir comme si elle l'était déjà?